à toutes et bienvenue à ce webinaire proposé par RoseUp. Donc, il est animé par Marie Manœuvrier, diététicienne qui intervient à la Maison Rose Paris. Et donc, aujourd'hui, le thème est comment déchiffrer les étiquettes des produits alimentaires. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat afin de pouvoir transmettre les questions et Marie tentera d'y répondre. Donc, je me présente également, Siem Burguin, chargée de mission à la Maison Rose Paris. Et RoseUp Association est une structure associative qui accompagne toutes les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et nous avons 3 volets d'action que sont les Maisons Roses dans lesquelles nous accompagnons toutes ces femmes. Nous avons également le Rose Magazine qui paraît 2 fois par an. Et enfin, nous avons un volet défense droits des patientes. Donc, je vous souhaite à tous une excellente séance. Et Marie, je te laisse la main. Donc aujourd'hui, on va parler des étiquettes alimentaires. On va un petit peu voir comment démêler tout ce qu'il y a à savoir sur les étiquettes de manière générale. Donc, le programme du jour, on va d'abord parler des mentions obligatoires sur les produits alimentaires et un petit peu ce qui nous concerne au niveau de la nutrition et de l'alimentation. Puis après, on parlera un petit peu des additifs puisque c'est encore un petit peu à part et on parlera aussi du cas particulier des œufs qui eux aussi sont un peu à part. Puis on abordera la question du Nutri-Score et de la classification NOVA en dernier point. Donc, du coup, on va commencer par les mentions obligatoires. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu tout ce qui est obligatoire sur nos emballages alimentaires de manière générale. Donc, déjà, la première des choses, c'est la dénomination de vente. Donc, ici, ce sont des pâtes alimentaires donc, de la marque Barilla. Il faut savoir que la marque, c'est pas une mention qui, elle, est obligatoire de manière générale. Par contre, la dénomination de vente, elle l'est. Et donc, ici, on retrouve aussi la catégorie de pâtes. Donc, ici, ce sont des fusillis. Mais de manière générale, voilà, la dénomination de vente, c'est pâtes alimentaires. Donc, voilà, ça, c'est la première des choses qui est relativement importante à savoir, qui permet aussi de classifier les aliments de manière générale. Toujours sur cette même photo, on peut apercevoir la liste des ingrédients alimentaires. Donc, à savoir que la liste des ingrédients, elle est faite sous une structure un petit peu particulière. On met toujours les premiers termes qui vont apparaître, ce sont ceux qui vont être présents en plus grande quantité au niveau de l'aliment finalement. Donc ici, par exemple, ça va être la semoule de blé, donc de blé dur. Le blé dur permet de faire les pâtes, semoule, riz, etc. Enfin, pas riz, mais voilà, pâtes, semoule, notamment. Donc voilà. Vous pouvez aussi constater qu'on a la liste des allergènes. Donc les allergènes, dans la liste des ingrédients, ils sont relativement faciles à repérer puisqu'ils sont en gras. Ils sont plus présents, on les remarque plus. Et donc, à savoir que de manière générale, il y en a 14 qui sont obligatoires. Donc, je vous ai fait la petite liste à côté. Donc, le soja, les arachides, le céleri, les crustacés, les œufs, le lait, le gluten. Donc, ici, entre autres, on retrouve le gluten avec le blé, donc sous différentes formes. Hein. Donc, dans les pâtes, en effet, elles sont faites de blé, donc on les retrouve. On a aussi comme allergènes les lupins, les mollusques, la moutarde, les poissons, le sésame, les fruits à coque et aussi les sulfites. Les sulfites qui peuvent aussi se retrouver finalement dans les poissons. À savoir que aussi on a la présence de que ça a été fabriqué avec 1 litre d'eau, 7 grammes de sel. Donc toutes les quantités ne sont pas obligatoires à être précisées. Voilà, globalement, il y en a certaines qui peuvent être plus ou moins importantes, mais ils ne vont pas vous mettre toutes les quantités, notamment pour le secret de fabrication, qui la plupart du temps souhaite le garder. Donc voilà, et puis après, on a aussi la quantité nette d'aliments, donc 500 grammes. Dans des produits comme justement les conserves, vous aurez toujours la quantité nette et quand il y a du liquide avec qui permet de la conservation, vous aurez aussi la quantité brute, souvent. Pas toujours, mais la quantité nette, elle, est obligatoire. Donc voilà. Après, du coup, on va passer à l'élément des dates de péremption.
Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types de dates. Là, je vous en présente 2, puisque la troisième, je vous la présenterai au niveau quand on parlera des œufs. Mais donc, à savoir qu'il en existe 2 principales dans l'alimentation. On a ce qu'on appelle les DDM, donc c'est ce qu'on appelle les dates de durabilité minimale, ou qu'on peut généralement reconnaître à la petite mention à consommer, de préférence avant le. Et on va constater que la date est plutôt lointaine. Donc là, on est sur du novembre 2022, donc dans 1 an et demi, par exemple. Du coup, voilà, généralement, on va retrouver cette date sur tous les produits secs, comme là, ici, le paquet de pâtes que je vous présentais juste avant, mais aussi sur les conserves, les surgelés. Sur les surgelés, vous retrouverez aussi la date d'emballage et où ils ont été mis en surgélation pour que vous puissiez vous repérer. Et puis, globalement, c'est dans tous les produits secs et tous les produits qui vont mettre plus de temps à se périmer. La petite mention à consommer de préférence avant le veut tout simplement vous signifier qu'il est préférable de manger avant cette date, mais qu'après cette date, ce n'est pas forcément dangereux pour la santé, ce n'est pas nocif de les consommer après. Il va simplement y avoir une perte potentiellement de couleur, parfois de goût, de texture en fonction des aliments, mais ça ne va pas avoir de grand danger pour la santé. Après, quand vous êtes justement en traitement avec le cancer ou dans votre cas, je vous conseille quand même de les limiter de manière générale, plutôt respecter au maximum les dates de péremption. Et donc, du coup, après, on retrouve la DLC, donc date de limite de consommation. Donc là, en plus, le paquet, c'est très bien fait, puisque du coup, on a la date d'un sens et le reste des informations d'un autre sens de lecture. C'est très pratique. Mais donc, voilà. Donc là, vous pouvez remarquer que c'est au 20 mars 2021. Donc, la date est relativement plus courte. Et on peut voir la différence entre le paquet d'à côté, qui du coup était une DDM, où c'était marqué à consommer de préférence avant le. Et là, on va retrouver la mention à consommer jusqu'au. Donc là, ça veut dire que passé cette date, possiblement, on risque d'avoir des développements microbiens finalement au niveau des aliments. Ce sont des aliments qui sont généralement plus riches en eau. Et dès qu'on a de l'eau disponible finalement dans les aliments, c'est là où on va mettre une DLC, donc une date limite de conservation, parce que justement, ils vont se périmer beaucoup plus vite. Le développement microbien se fait beaucoup plus rapidement. Donc en fait, c'est la teneur en eau qui permet de déterminer dans l'aliment si on va lui mettre une DLC ou une DDM. C'est pour ça aussi que vous pouvez retrouver des aliments qui sont généralement avec une DLC, comme par exemple, je pense à des fruits et légumes où là, on ne leur met pas de DLC, mais vous voyez bien finalement dans la cuisine qu'ils vont vite se périmer, que vous allez vite les voir noircir en fonction de certains fruits ou de certains légumes, en fonction de ce que c'est. Mais voilà, par exemple, les fruits et légumes mis en conserve, vous aurez beaucoup plus de temps pour les consommer parce que justement, il y a des traitements en fait finalement qui permettent de durer, enfin de faire perdurer justement cette conservation, ou justement par exemple si on prend des abricots secs, ce genre de choses, justement comment on va enlever une grosse partie de l'eau, vous allez vous retrouver finalement avec une DDM parce que justement la date va être beaucoup plus longue puisqu'on a enlevé toute l'eau qui pouvait permettre d'avoir un développement microbien plus facile. Donc voilà, ça c'est 2 choses qui sont importantes à voir. Et donc, à savoir que quand on a à consommer jusqu'au, c'est vraiment que c'est dans l'optimum. Il faut éviter de dépasser réellement cette date de manière générale au niveau de la consommation globale. À savoir que généralement, vous pourrez voir que d'un pays à l'autre, potentiellement, les durées sont différentes parce que tous les pays n'ont pas forcément les mêmes réglementations. Certains vont laisser moins de temps, certains un peu plus au niveau des dates par rapport au DLC. Donc voilà, ça c'est propre à chaque industrie et en fonction des différentes lois des différents pays. Voilà. Donc
En fonction des pays, c'est pas forcément tout à fait pareil, bon, bien que ça ne change pas non plus de 3 semaines, mais voilà, globalement, ça peut être quelques jours supplémentaires de ce côté-là. Donc du coup, après, on va retrouver, donc j'ai retourné la photo pour vous montrer sur ce plat, c'est un plat préparé où en fait on va avoir les informations de contact. Donc on le retrouve sur tous les emballages alimentaires. Voilà, ça c'est une mention qui est obligatoire. Donc là, en l'occurrence, on a l'adresse. Mais il faut savoir que de manière générale, ça peut être, les informations de contact, donc le service après-vente. Ça peut être très bien différentes choses finalement. Vous allez voir que en fonction des emballages, ça peut très bien être l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ça va être différentes choses, mais c'est pour que vous puissiez. Et donc, généralement, vous pouvez retrouver aussi, un petit peu comme au-dessus, des numéros de téléphone, ce genre de choses, pour que vous puissiez finalement contacter, et notamment quand il y a des soucis, par exemple des problèmes où il y a des indigestions, ce genre de choses, et qu'en fait ce sont des TIAC, ce sont des choses qui sont enfin, vous vous rendez chez le médecin, vous dites ah bah j'ai mal toléré cette chose-là, et en fait on est plusieurs, et le fait qu'il y ait cette déclaration, donc TIAC c'est une toxi-infection alimentaire collective, donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 personnes qui ont ressenti les mêmes symptômes que vous après avoir ingéré le même plat. Donc, une fois, évidemment, il faut que ce plat ne soit pas arrivé à date de péremption. Voilà, généralement, il faut quand même que ce plat soit dans des très bonnes conditions, qu'il ait été conservé de la bonne façon. Et voilà, vous pouvez vous rendre chez le médecin si vous avez fait justement si vous avez mal toléré le plat, et que soit vous avez été plusieurs. Donc c'est aussi le cas dans les restaurants, bien que c'est vrai qu'en ce moment il n'y a plus trop de restaurants. Les restaurants sont bien arrêtés depuis un an. Donc voilà. Voilà, que vous puissiez joindre finalement la société qui produit ces aliments. Ça arrive aussi justement, ça permet aussi de savoir où renvoyer quand il y a des rappels d'aliments, comme je pense au lait en poudre, voilà, qui avait fait aussi pas mal de bruit. C'est des choses où voilà, vous pouvez avoir les contacts et savoir, et c'est comme ça aussi que vous pouvez finalement faire les démarches pour signaler tout ça. Donc voilà, ça, ce sont les informations de contact, c'est relativement important, notamment en cas de TIAC, c'est ce que je vous disais, ou quand c'est tout seul, ça s'appelle une TIA. Donc voilà, après on arrive un petit peu plus aux informations nutritionnelles. Donc ça, c'est aussi une mention obligatoire, à savoir que la valeur nutritionnelle, généralement, ce qui est obligatoire, c'est la colonne pour 100 grammes. Donc voilà, on retrouve toujours les kilojoules, même si au niveau de l'énergie, on parle beaucoup plus en kilocalories. En calories, donc voilà, on parle pour 100 grammes, toujours pour donner une information globale. Et puis après, généralement, vous pouvez aussi retrouver par portion. Donc voilà, là, ils vous disent que c'est 85 grammes pour une portion, généralement. Mais voilà, ça, c'est propre à chacun. Donc, à savoir que du coup, vous retrouvez généralement les lipides, les matières grasses. Alors, les acides gras saturés, vous ne les retrouvez pas partout, mais quand ils sont notés, à savoir que les acides gras saturés, ce sont ce qu'on appelle les mauvais gras. Comme je le disais, pour ceux qui ont assisté justement au webinaire avec Amélie où on parlait du bon et du mauvais gras, voilà, le mauvais gras, c'est tout ce qui va être acide gras saturé, donc AGS. Vous pouvez retrouver soit sous le nom de acide gras saturé ou AGS. Et donc voilà, c'est ceux qui sont à limiter. Donc voilà, ici vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc généralement, c'est ceux qu'on retrouve principalement finalement dans les aliments d'origine animale, comme le jambon, la viande, voilà, c'est dans certains poissons. Et puis après, on trouve aussi du bon gras, donc ce qui vont être appelés acides gras monoinsaturés, polyinsaturés.
ou du coup, généralement, avec les oméga 3, les oméga 6. Mais pareil, ils ne sont pas obligatoires d'être précisés, le taux d'oméga 3, le taux d'oméga 6 dans la composition, dans ces aliments-là. Certains fabricants les mettent, mais ce n'est pas obligatoire. Au niveau des glucides, c'est pareil, vous allez avoir la globalité, puis le don sucre. Alors, à savoir que le don sucre, qu'est-ce que c'est? C'est les sucres simples. Donc, les sucres simples, ça va être le saccharose, le glucose, le fructose. Donc, les sucres qu'on retrouve globalement dans l'alimentation générale. Donc, par exemple, sur un yaourt aux fruits, vous allez retrouver don sucre. Et donc, une part de ces dons sucre sera le sucre des fruits avec le fructose. Donc, voilà, généralement. Et puis, c'est comme ça que vous pouvez aussi déterminer quelle part il y a de sucre simple et de sucre complexe. Donc voilà, il faut savoir que dans les pâtes, c'est une grosse majorité de sucre complexe puisque du coup, ce sont des féculents et donc ça va être de l'amidon. Voilà, c'est des polymères de glucose finalement, c'est des chaînes très longues en fait de sucre. Et donc du coup, il y a à savoir que c'est ceux à favoriser parce que justement, ils vont mettre plus de temps à être dégradés par l'intestin, par la digestion. Et donc, du coup, finalement, vous allez avoir la faim qui va revenir beaucoup moins rapidement après le repas. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Après, vous retrouvez les fibres alimentaires. Alors, c'est pareil, les fibres, vous ne les retrouvez pas partout parce qu'en fonction des aliments, il n'y en a pas forcément. Mais voilà, les protéines, le sel qui est relativement important puisque on essaye de limiter dans l'alimentation générale l'apport de sel. Pour justement un petit peu, parce que justement pour éviter tous ces problèmes de maladies cardiovasculaires, toutes ces choses-là, toutes ces maladies qui peuvent être engendrées par une mauvaise alimentation, une alimentation riche en acides gras saturés et riche en sel. Voilà, c'est justement ce qui peut engendrer à long terme et à haute dose finalement d'autres maladies au niveau de l'alimentation. Donc voilà, on va faire le petit point sur les additifs alimentaires, puisque dans la liste des ingrédients, généralement, on retrouve une liste d'additifs alimentaires. Alors, ils se présentent sous différentes formes, à savoir que vous pouvez les retrouver sous leur classification globale avec les E, comme justement le E sert principalement en fait à déterminer le fait que ce soit autorisé dans l'Union européenne, donc le E comme Europe. Puis après, c'est suivi d'un nombre généralement de 3 chiffres. Il y en a certains à 4 chiffres avec des 1000, mais généralement les plus courants sont ceux-là. Et donc en grande majorité, ils ont des noms assez complexes. Voilà, à savoir que par exemple, dans les E100, ça va être tout ce qui va être colorant, donc comme par exemple le E162 qui correspond en fait à la couleur de la betterave et donc du coup qui est ajouté finalement dans vos aliments. À savoir que l'additif alimentaire, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans votre alimentation de base. C'est quelque chose qu'on va ajouter comme additif, on additionne. Donc, c'est quelque chose qu'on va ajouter finalement à vos produits alimentaires et que vous ne consommeriez pas en temps normal. Voilà, le colorant de la betterave, ce n'est pas quelque chose que vous allez manger tout seul. Ce n'est pas quelque chose que vous consommez de manière générale. Et donc, voilà, à savoir que du coup, il y en a différentes sortes. Il y a du coup les E200 qui vont être les conservateurs, qui vont permettre finalement pour certains aliments, faire durer cet aliment plus longtemps, potentiellement de mettre une DDM finalement au lieu d'une DLC pour certaines choses. Ça va permettre de ralentir la dégradation des aliments, voilà, pour justement limiter la prolifération des microbes, des champignons, des micro-organismes de manière générale. Et donc, du coup, c'est pour ça que généralement, ils les incluent dans leur procédé de fabrication. C'est pour que vous puissiez le consommer sur du plus long terme.
Après, dans tout ce qui est E300, on retrouve les antioxydants. Donc voilà, quelque chose dont j'avais beaucoup parlé, notamment avec Amélie, pour justement éviter l'action de l'oxygène sur les produits, éviter que ça noircisse, éviter que la couleur ne change. Et là aussi, du coup, que vous puissiez avoir un aspect attrayant finalement sur vos produits alimentaires et que ça vous donne aussi envie de le consommer. Voilà, après on retrouve dans les E400 tous les agents de texture. Donc, c'est eux finalement qui vont permettre de faire épaissir certaines préparations alimentaires pour justement que vous puissiez avoir un bon liant. Par exemple, si c'est dans une sauce, généralement, vous allez les retrouver puisque justement, pour que ça puisse quand même ne pas être trop liquide et que vous puissiez un petit peu aussi avoir un peu de texture dans votre plat, mais ça va être aussi tous les gélifiants, donc voilà, l'agar-agar, ce genre de choses. Voilà, par exemple, l'agar-agar, c'est l'exemple type. Vous n'allez pas manger de l'agar-agar seul. Vous allez généralement le mettre dans une préparation culinaire, donc un gâteau ou autre chose qui nécessite un petit peu plus de tenue. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va les mettre finalement dans aussi les préparations plus industrielles. Et après, dans les E500, on retrouve aussi tous les exhausteurs de goût, ce qui permet finalement d'intensifier le goût des aliments, d'augmenter l'intensité des saveurs et de vous faire aussi envie d'y revenir sur certains aliments. Donc voilà, des choses qu'on retrouve globalement très souvent. Et puis après, enfin, dans les E900, on a les édulcorants. Principalement, donc voilà, tous ceux qui permettent d'enlever du sucre et de les mettre ça à la place pour justement avoir aussi un goût sucré. Et que du coup, on va aussi en fait déterminer le pouvoir sucrant. Donc voilà, le pouvoir sucrant, c'est combien de fois ça va vous donner envie finalement, ça va vous donner le goût de sucre dans cet aliment. Voilà, donc dans tout ce qui est les différents coca, vous retrouvez, par exemple, dans différentes boissons sucrées, vous retrouvez des édulcorants selon les différentes boissons avec de la stevia. Voilà, plein de choses comme ça qui justement permettent d'enlever ce pouvoir du sucre, enfin, d'enlever cet effet qu'il a vraiment très calorique, puisque le sucre blanc est très calorique, et donc du coup ça permet finalement de ne pas avoir une influence sur le pouvoir finalement de calorique de l'aliment et principalement de juste voilà, avoir ce pouvoir sucrant sans l'effet calorique du sucre. Donc voilà, c'est pour ça que généralement on les retrouve sous cette forme. Après, donc voilà, savoir que certains additifs alimentaires présentent des risques pour la santé. Globalement, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il y a quand même malgré tout plus de 300 additifs qui sont autorisés par l'Union européenne. Voilà, mais 90 seraient quand même peu recommandés. Et donc, vous pouvez notamment retrouver la liste de ces additifs sur 60 millions de consommateurs. Voilà, vous pouvez retrouver globalement l'ensemble de ces additifs-là, surtout ceux qui peuvent provoquer des risques pour la santé, comme notamment, généralement, je sais qu'il y en a qui vont justement avoir peuvent provoquer des troubles de l'attention ou comme justement l'hyperactivité. Voilà, on en parle beaucoup de plus en plus parce que justement, c'est assez controversé. Il y a beaucoup de choses où on évite justement les produits industriels de plus en plus, notamment pour les additifs qui sont ajoutés. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte finalement dans vos emballages, enfin, sur vos emballages et quand vous faites vos choix d'alimentation et quand vous êtes au supermarché, que potentiellement vous regardez ces différents
ces différentes listes d'ingrédients, puisque du coup, ils sont généralement à la fin. Donc, quand on arrive sur la fin de la liste des ingrédients alimentaires, je vous le répète, mais généralement, c'est que c'est ce qu'il y a en moins grande quantité. Donc, généralement, on y retrouve tous les additifs, puisqu'ils sont présents en petite quantité par rapport à d'autres aliments. Mais ce ne sont pas des aliments qu'on consomme de manière générale. Ce sont des choses qu'on a rajoutées. Voilà, donc à savoir que du coup, plus la liste des ingrédients est longue, moins je vous le recommande, et donc plus il y aura généralement d'additifs. Plus c'est court, mieux c'est, et plus vous arrivez à déterminer finalement ce qu'il y a dans votre, ce qu'il y a dans vos aliments et ce que c'est potentiellement des choses que vous avez dans votre cuisine, mieux c'est. Voilà. Après, en fonction aussi des budgets de chacun, on ne peut pas forcément toujours faire au mieux et après avoir des aliments bio, etc. Mais voilà, globalement, moins il y a d'additifs, mieux ce sera pour votre santé et pour le risque potentiel de développement d'autres cancers par la suite, etc. Donc voilà, maintenant on va passer un petit peu aux œufs et tout ce qu'il y a par rapport à eux, comment les choisir, puisque du coup ils ont un fonctionnement un petit peu différent de ce que je vous ai montré auparavant. Donc voilà, à savoir qu'au niveau des œufs, il y a différentes classifications. Donc du coup là vous voyez je vous ai souligné le nombre 0, ça permet finalement, hop, je vous ai mis un petit tableau juste derrière, de savoir le mode de production. Donc là on avait vu que c'était le chiffre 0 et donc à savoir que le chiffre 0 correspond au mode de production des œufs issus de l'agriculture biologique, le 1 aux poules élevées en plein air, puis le 2 aux poules qui sont élevées au sol, donc dans des bâtiments. Puis le 3, les poules en cage. Donc voilà, au niveau de... C'est quelque chose qui est relativement intéressant pour le choix de vos œufs, puisque du coup, moi, je vais forcément vous recommander de vous diriger vers des œufs de catégorie 0, avec un mode de production finalement issu de l'agriculture biologique élevé en plein air, où voilà, les poules ont globalement beaucoup d'espace pour vivre. Et puis, donc, c'est ceux où elles seront dans de meilleures conditions. Elles ont aussi généralement une alimentation qui est elle-même biologique et très saine. Donc voilà, on sait vraiment d'où elles viennent. Et c'est l'avantage de ce marquage finalement sur les œufs. Vous pouvez réellement en fait avoir une traçabilité de votre œuf grâce à toutes ces informations qui sont finalement sur cet œuf. Donc voilà, généralement, bon, et puis du coup, celles qui sont à limiter sont les poules en cage. Mais voilà, globalement, c'est vrai que je me mets aussi parfois à votre place. Il n'est pas toujours évident au niveau du budget de se diriger toujours vers des œufs de catégorie 0. Voilà, c'est un budget qui est plus... Enfin, les œufs sont globalement plus chers. Le budget n'est pas le même. Et donc, c'est pour ça que voilà, l'idéal est de se diriger vers des œufs de production 0, mais voilà, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Donc voilà, après du coup on retrouve ce petit FR qui en fait permet d'avoir le lieu de production, donc où est-ce qu'ont été pondus ces œufs, donc FR comme France. Généralement en France vous retrouvez principalement des œufs de France, mais voilà, ça permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité. Puis ensuite on a du coup généralement 3 lettres. Mais alors ça dépend finalement. Enfin là, c'est 2 finalement, mais il y a le C, enfin le 0 qui a été aussi mis, mais voilà, généralement c'est 2 ou 3 lettres qui permettent de déterminer finalement le lieu de production et dans quel établissement l'œuf a été pondu. Et enfin, du coup, le 0,1 donc, qui permet de déterminer le bâtiment, généralement. Donc voilà, dans quel bâtiment de production en fonction de chacun. Donc ça permet vraiment d'avoir une traçabilité, notamment, comme je vous en parlais tout à l'heure, d'avoir finalement ce petit repère pour quand il y a une potentielle TIAC,
Pour rappel, la toxine-infection alimentaire collective, donc quand plus de 3 personnes ont développé des symptômes après avoir ingéré la même production, le même aliment. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir cette meilleure traçabilité. Vous pouvez aussi observer sur cet œuf qu'on a la date à laquelle il a été pondu, donc pondu le 9 février. Et donc, en dessous, vous avez la DCR. Donc, voilà, c'est donc un petit peu comme, c'est une date de péremption finalement. C'est comme la DDM et la DLC. Ça permet de savoir à quel moment l'œuf n'est plus censé être bon. Donc, à savoir que sur les œufs, elle est fixée à 28 jours. Donc, voilà, à chaque fois, ce sera généralement 28 jours après. Donc, bon, voilà, comme là, c'était le mois de février, finalement, ça apparaît au 9 mars, mais voilà, ça correspond finalement à 28 jours après la date de ponte. Si jamais vous ne savez plus si l'œuf est bon ou non, la meilleure technique, en tout cas, qui est à faire à la maison, c'est d'avoir un verre d'eau, de plonger l'œuf dans le verre d'eau. Si l'œuf se met au fond du verre, ça veut dire qu'il est encore bon. Et s'il est plus à la surface, ça veut dire qu'il n'est plus bon et qu'il n'est plus consommable. Vous pouvez aussi vous en rendre compte finalement en le cassant. Et donc, quand vous allez le casser, vous allez avoir potentiellement une odeur. Si l'odeur est très forte, l'œuf n'est plus bon. Généralement, un œuf qui est bon ne sent pas. Donc voilà, si vous avez un œuf qui est fêlé ou qui justement remonte à la surface avec ce test de l'eau, c'est qu'il n'est plus bon et que du coup, il faut le jeter. Donc voilà, principalement. Donc généralement, toujours au niveau de la ponte, vous pouvez aussi retrouver en magasin, en supermarché, des œufs qui sont dits extra frais. Donc ces œufs-là vont être dits extra frais jusqu'à 9 jours après la ponte. Donc ils sont du coup c'est vraiment le meilleur moment où il faut les manger. Généralement, quand vous voulez faire une recette avec des blancs en neige, je vous conseille de prendre des œufs extra frais puisque du coup les blancs vont monter aussi beaucoup plus rapidement. Et donc, au niveau de la digestibilité aussi, ce sera la période où ce sera le plus digeste pour vous. Donc, notamment la semaine dernière, je vous parlais, suite à une question, que la digestibilité des œufs n'était pas forcément toujours au top et que du coup généralement on se dirigeait vers des modes de cuisson où le jaune était cru et le blanc cuit puisque c'est le meilleur moment où finalement ils sont le plus digestes, comme les œufs mollets, les œufs pochés. Et donc voilà, pour augmenter aussi cette digestibilité, plus on est proche de la date de ponte, mieux c'est. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi notamment généralement toutes ces informations que vous pouvez retrouver sur la boîte. Mais comme globalement, beaucoup d'entre vous conservent les œufs en dehors de leur boîte dans le frigidaire. Donc c'est pareil, il faut savoir que les œufs ne sont pas obligatoirement à conserver dans le frigidaire. Par contre, une fois qu'ils ont été mis au frigidaire, c'est vrai qu'il faut éviter de les enlever, de les laisser totalement à l'air libre. Mais sinon, quand vous venez de les acheter, généralement, en plus, quand vous les achetez, ils ne sont pas au rayon frais, ils ne sont pas dans des frigidaires, ils ne sont pas mis au frais, ils sont généralement dans des étalages sans réfrigération. Donc voilà. À savoir que du coup, vous pouvez retrouver plus d'informations, donc toujours cette DCR, le mode de production, etc. Et puis aussi, vous retrouvez le calibre, à savoir que du coup, il y a différents calibres. Donc là, c'est un calibre moyen. Je vous ai mis en dessous la petite description. Donc le calibre S, ou small, finalement, correspond à des petits œufs qui vont peser moins de 53 grammes. Les œufs, comme ici, de calibre moyen, vont peser entre 53 et 63 grammes. Puis, on a le calibre L entre 63 et 73 grammes et XL qui correspond à au-delà de 73 grammes. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, à savoir que du coup, en moyenne, on dit que les œufs pèsent 60 grammes. Donc voilà, ça peut être aussi un repère finalement. Par exemple, je pense au 4 quarts où du coup,
met 4 quarts et en fonction de l'œuf, c'est les œufs qu'on pèse pour du coup savoir les 3 autres quarts, combien on va mettre au niveau de quantité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se base sur les œufs, c'est parce que en fonction du calibre, c'est plus ou moins variable. Donc voilà, de manière générale, du coup, ici, vous pouvez retrouver le Nutri-Score dont on va pouvoir parler maintenant avec les différentes classifications. Siem, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Je ne sais pas, parce que potentiellement... Tout à fait. Nous avons une question tout à l'heure de Mireille par rapport à l'eau qui nous demande si une tisane a été faite la veille, est-ce qu'on peut la consommer le lendemain? Par rapport, oui, à ce que je disais au niveau de l'eau, oui, elle peut être consommée froide, notamment justement quand on fait des thés glacés, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste faire attention qu'elle ne traîne pas non plus éternellement, mais de manière générale, le lendemain, il n'y a aucun problème. Surtout si elle a été conservée potentiellement au frais ou à l'abri, entre guillemets, par exemple dans un micro-ondes, ça peut être ça aussi. Voilà. Merci. Et il y a Dominique qui demande si le marquage des œufs est obligatoire. Alors, globalement, oui, si vous les prenez, par exemple, en supermarché. Par contre, si vous les prenez directement à la ferme, potentiellement, ça ne va pas être le marquage comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Ça va plus peut-être être, en fonction de la personne qui vous l'a vendu. Ça peut être juste marqué avec des stylos, voilà. Mais donc, globalement, il se peut que s'ils ont été pris directement à la ferme, il n'y a pas ce marquage. Et évidemment, quand c'est des poules de la maison, il n'y a pas le marquage. Voilà, vous faites vous-même avec le stylo. Voilà, vous pouvez. Et puis, si jamais, justement, il n'y a pas de date, il y a moyen de faire le test avec le verre d'eau. Voilà. Merci. Et nous avons Béatrice qui demande qu'est-ce que sont les fibres alimentaires? Alors, les fibres alimentaires, c'est ce qui va permettre finalement d'influer sur la digestion. C'est ce qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes. C'est pour ça que généralement on fait attention. C'est ce qui permet soit en fonction de si on en met ou si on n'en met pas, d'accélérer ou non le transit. Et donc du coup, ce qu'on va plus ou moins favoriser en fonction de si on a de la constipation, si on a des diarrhées, ce genre de choses. Généralement, on influe beaucoup sur les fibres. Soit on vous dit de réduire les fibres, soit on vous dit justement d'en augmenter en variant sur différents aliments. Donc, généralement, c'est les fruits et légumes qu'on essaye de varier. Donc, soit on vous dit diminuer les fruits et légumes pendant telle période pour justement que la digestion revienne à normal. Et puis, quand on arrive justement sur une digestion qui revient à son rythme classique, on va reprendre la présence de fibres dans l'alimentation pour justement avoir cet effet à long terme sur le transit, que ça dure plus longtemps. Et puis en même temps, la régulation aussi du transit, quand tout va bien, l'idéal, c'est d'avoir des fruits et des légumes et en même temps des féculents. Donc du coup, c'est ce qui va permettre réellement d'avoir une digestion au top. Et donc, de ne pas avoir de différence entre une fois j'ai de la constipation, une fois j'ai des diarrhées, puisque généralement, c'est ça qui se passe, notamment en fait avec les traitements et en fonction de l'alimentation. Voilà. Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a encore une autre ou... Il y en avait une plutôt concernant l'envoi ou non de ton support. Est-ce qu'il est possible de leur transmettre ou pas? Oui, tout à fait, oui. Bah, je te l'enverrai après pour que tu fasses le lien peut-être. Oui, bien sûr. Ouais. Donc juste, bon, on fait une petite intermission dans le sens où si vous souhaitez recevoir donc à ce moment-là le support de Marie, je vais redire enfin, mais ça serait donc l'idée de nous écrire à l'adresse suivante contact.paris@maisonrose.fr. Et donc l'envoi des supports est réservé aux adhérentes de Rose Up Association. C'est aussi donc un des avantages d'avoir accès à notre accompagnement à distance et en présentiel, c'est que nous avons justement une offre privilégiée pour les adhérentes de l'association. Donc contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S. Je t'en prie, je te relaisse la main. Bah, merci. Oui, bah, comme ça, au moins, tu pourras envoyer directement. Donc voilà, donc du coup, on reprend un petit peu. Donc là, on va parler des classifications.
Donc, le Nutri-Score, on l'a vu juste avant, notamment sur la boîte, il est présent. Mais vous pouvez le retrouver globalement sur l'ensemble de vos produits industriels. On le retrouve de plus en plus depuis 2016, en fait, qu'il a été réellement de plus en plus présent. Et donc, du coup, globalement, donc voilà, là, je vous ai mis le Nutri-Score et la classification Nova. Peut-être que pour beaucoup, la classification Nova ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais on va commencer par le Nutri-Score et après, je vous parle de Nova. Mais voilà, le Nutri-Score, donc c'est cette petite échelle qui va de A à E avec différentes couleurs, donc du vert au rouge. Donc, c'est une classification qui est relativement simple à comprendre puisque finalement, le fait qu'il y ait des couleurs et des lettres, ça nous fait un petit peu penser aux appareils électroménagers qui, pareil, ont une classification du moins bon, enfin du meilleur au moins bon, plutôt, pardon, où du coup, justement, on va retrouver les meilleurs aliments en A. Donc voilà, globalement. Et donc, quand on est sur de l'alimentation, vous allez avoir, il va être, la lettre qui correspond à votre aliment va être vraiment plus en valeur. Donc voilà, ça, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, je le répète, mais qu'on trouve finalement de plus en plus. Et les industriels ne sont pas obligés de les mettre sur les emballages alimentaires. Sachant que du coup, de manière générale, ils ne sont pas présents partout. Par exemple, vous ne le trouverez jamais de Nutri-Score sur de l'alcool, par exemple. C'est quelque chose qui ne fait pas partie finalement de la classification du Nutri-Score. À savoir que du coup, le Nutri-Score, vous pouvez, s'il n'est pas forcément sur vos emballages alimentaires, le retrouver grâce à certaines applications qui permettent de scanner vos aliments, comme notamment l'application Open Food Fact, qui est une application qui est plutôt bien faite parce qu'on retrouve la classification Nova aussi, on en parlera après. Mais voilà, après, il faut savoir que je ne conseille pas de scanner tous vos aliments puisque vous allez voir, c'est pas forcément essentiel. Vous allez, forcément, un aliment qui va être comme de l'huile, par exemple, étant donné qu'il n'y a que du gras, l'huile, c'est 100% de lipides. Donc, forcément, il va plus se trouver dans la catégorie D ou E. Après, parce qu'il faut savoir que en fait, le Nutri-Score, il est calculé comment? Il est calculé par rapport aux 100 grammes, donc toujours cette notion de 100 grammes par rapport à l'aliment, où du coup, sur 100 grammes, ils vont comparer un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a de plus présent dans cet aliment. Est-ce que ça va être plus de gras? Est-ce qu'il va y avoir justement des fibres? Est-ce qu'il va y avoir des fruits et des légumes? Est-ce qu'il va y avoir des acides gras saturés, comme je le disais tout à l'heure, donc le mauvais gras? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plus de bons gras comme des oméga 3 ou des oméga 6? Est-ce que vous allez retrouver justement ce que vous allez retrouver finalement dans cet aliment. Et donc, c'est pour ça que globalement, il peut être un petit peu... il a ses limites, puisque forcément, dans de l'huile, vous allez beaucoup moins... ça va être de moins bonne qualité dans le sens où, voilà, c'est que du gras. Si vous prenez, par exemple, je sais pas, une compote de pommes, vous pouvez très bien avoir du A comme du E. Donc, du coup, globalement, il est intéressant pour faire une comparaison entre deux produits similaires, comme justement les compotes. Donc, forcément, c'est plus intéressant de se diriger vers une compote avec une classification A qu'une classification E. C'est ce qui va un peu de soi, notamment avec cette histoire de couleur. Mais globalement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus présent. C'est pas sur ce sur quoi il faut se baser. Le Nutri-Score, il a été inventé notamment pour en fait faciliter justement le choix des aliments, donc il peut être intéressant. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre que des aliments de catégorie A. Notamment puisque du coup, voilà, vous pouvez, ça ne veut pas forcément dire que dans un aliment A, vous ne retrouverez pas d'additifs, vous ne retrouverez pas de produits ultra transformés ou très peu transformés. Enfin voilà, vous pouvez très bien trouver un aliment peu transformé dans la catégorie E, alors que finalement, voilà, il faut nuancer un petit peu tout ça et avoir un petit peu aussi un esprit critique
puisque du coup, vous pouvez très bien retrouver des bons aliments un petit peu n'importe où dans cette classification en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est pour ça que ça a ses limites, à savoir que du coup, à contrario, la classification NOVA, elle n'est pas présente en France, elle est surtout présente, je crois, en Australie, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est d'ailleurs là-bas où elle a été, je ne sais plus si c'est en Australie ou au Canada où elle a été inventée. Mais donc, elle est un petit peu basée sur le même principe parce que vous voyez, justement, c'est une classification qui va de 1 à 4 avec du vert au rouge en passant par le jaune et le orange. Donc, pareil, on comprend bien finalement vers quel aliment il vaut mieux se diriger. Donc, comme je vous le disais, elle n'est pas présente en France, mais par contre, on peut la retrouver grâce à l'application Open Food Fact. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est selon moi la meilleure des applications. Je ne suis pas payée par eux, mais c'est quand même la meilleure des applications pour justement faire la comparaison entre le Nutri-Score et la classification NOVA, parce que vous pouvez très bien retrouver un aliment avec un Nutri-Score A et une classification NOVA en 4. Puisque, en fait, il faut savoir que la classification NOVA, ils sont classés selon le mode de transformation des aliments. Donc, vous allez notamment retrouver, par exemple, dans la classification 1, les aliments pas ou très peu transformés, donc qui sont globalement à favoriser. On va retrouver notamment tout ce qui va être viande, produits de la mer, par exemple, que vous retrouvez soit chez le boucher, soit globalement pas justement chez le poissonnier. Vous allez retrouver les œufs de catégorie 0 et 1, ou alors les yaourts nature sans sucre ajouté, ce genre d'aliments-là finalement. Certaines épices comme le poivre, la muscade, les herbes quand elles sont fraîches ou elles sont séchées, le thé, le café, l'eau aussi. Puis après, vous allez retrouver dans la classe 2, finalement, les ingrédients qui sont transformés, mais où globalement, ça va, comme par exemple, justement, la fécule de maïs ou la fécule de pomme de terre, le sucre, le sirop d'érable, le sirop d'agave, voilà, le vinaigre, que ce soit d'alcool, balsamique, de cidre, de vin. Voilà, globalement, vous retrouvez tout ça. Puis après, dans la catégorie 3, vous retrouvez déjà des aliments qui sont transformés, donc qui sont plus à limiter. Notamment, par exemple, les fruits qui sont conservés en conserve, qui sont en conserve du coup avec un sirop, ou justement, par exemple, certains fromages, les frites industrielles, pas les frites maison, mais voilà, les fruits à coque qui sont grillés ou salés, parce qu'il faut savoir que du coup, quand ils ne sont pas grillés ni salés, ils se classent dans la première catégorie. Donc voilà. Et puis dans la dernière des catégories, ça va vraiment être tous les aliments qui vont être transformés et qui sont vraiment, ultra transformés, qui sont vraiment à éviter. Donc voilà, pour le coup rouge, c'est une classification qui est plutôt assez intéressante, puisque du coup, elle permet vraiment de faire un bon choix après quand on sait un petit peu quels aliments se classent dans quelle catégorie. C'est finalement facile de faire ses courses en fonction de ça aussi, en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, la classification NOVA, elle est surtout aussi importante dans le cadre du cancer parce que justement, on essaie d'éviter au maximum les aliments ultra transformés. Donc je ne l'ai pas dit, mais dans la quatrième classification, dans la quatrième classe, on va retrouver notamment tous les bonbons, les glaces industrielles, les gâteaux industriels, les yaourts qui sont aux fruits. Généralement, les charcuteries, tout ce qui va être plat préparé, tout ce qui va être, par exemple, les produits à base de viande ou de poisson qui sont reconstitués, comme par exemple le surimi, les cordons bleus, nuggets, voilà, toutes ces choses-là. Et puis après, on retrouve aussi tous les biscuits apéritifs avec les chips, voilà, toutes ces choses-là, les gâteaux apéritifs aussi, les sauces comme le ketchup, la mayo, voilà, ce genre de choses. Et aussi toutes les boissons instantanées comme le Nescafé, voilà, ce genre de choses. Globalement, voilà.
C'est ce qui vraiment peut vous aider à faire aussi, vous, votre choix dans l'alimentation. Puisque du coup, par rapport à ça, finalement, vous pouvez vraiment déterminer ce qui est plus sain, ce qu'on a tendance aujourd'hui à appeler l'alimentation healthy, et donc du coup, de vraiment pouvoir déterminer ce qui est le plus sain pour la santé. Donc c'est pour ça que je vous dis que finalement, le Nutri-Score peut être intéressant, mais il faut faire attention quand même parce que justement, un aliment qui peut être très peu transformé peut très bien finalement être classé comme D dans le Nutri-Score et inversement. Donc voilà, ce sont des petites choses à prendre en compte de manière générale sur l'étiquetage alimentaire. Donc voilà pour un petit peu tout ça. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions et à toutes vos attentes par rapport à ça. Et puis du coup, s'il reste des questions, je t'écoute, Siem. Je suis tout oui. Oui, nous avons Mireille qui demande concernant la classification NOVA, est-ce elle semble plus pertinente que le Nutri-Score? Est-ce que cela est plus visible en France? Donc au niveau de la classification NOVA, elle est plus intéressante puisque du coup plus globale de Mm. manière générale, même si ce sont deux choses différentes. Faut bien analyser. Voilà, globalement, le Nutri-Score permet de regarder finalement l'alimentation de manière générale. Et alors que du coup, à contrario, la classification NOVA vraiment se base sur la transformation des aliments. Donc voilà, et est-il visible en France? Grâce à l'application Open Food Facts, vous pouvez la retrouver en scannant justement, en fait, ça fonctionne avec un petit scanner. Et donc, du coup, vous scannez le code barre et puis du coup, ça vous permet finalement de retrouver et le Nutri-Score et la classification NOVA, mais sinon, elle n'est pas présente sur les emballages français. Est-ce que tu peux juste épeler le nom de l'application, s'il te plaît? C'est Catherine qui demande. Oui, bah, je vais peut-être l'écrire dans le chat, comme ça. Oui, donc c'est Open, comme Open, O-P-E-N, Ouais, Food, F-2-O-D, c'est ça. Fact. Fact comme, Ah oui, F-A, F-A-C-T. c'était, voilà, D'accord, exactement. très bien. Donc Open Food Fact. Nous avons Christine qui nous demande quid l'éco-score, ça signifie économie ou écologie? Bonne question. Alors, celui-là, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas vous répondre à votre question. Mais je me renseignerai du coup parce que je ne connais Et il pas. y a Béatrice qui demande, donc si on a un ketchup bio, est-ce qu'il sera quand même en classe 4 Nova? Oui, puisque du coup, le ketchup, c'est au niveau de la transformation. Ça va pas être. Donc, il va potentiellement, par exemple, sur la classification du Nutri-Score, il va peut-être se classer en A, parce que justement, plutôt bon, ou du moins A, B, enfin voilà, dans les premières lettres, puisque bio, mais ne va pas forcément être dans les premiers chiffres de la classification Nova. Il va surtout être en 4 finalement, puisque justement vous allez retrouver tous ces procédés de fabrication qui font qu'il y a une énorme transformation du produit. Et donc, Christine, justement, par rapport à EcoScore, elle nous dit comme quoi c'est justement sur cette appli Open Food Fact qu'elle a vu l'EcoScore. D'accord. D'où cette question. C'est vrai que je connais les applications, mais je ne les utilise pas au quotidien. Donc, c'est vrai que celui-là, je ne l'avais jamais vu. Alors, je Voilà. n'ai pas l'impression qu'on ait de nouvelles questions. À ce moment-là, je pense qu'on va pouvoir donc clôturer. Ah si, nous avons une dernière question. Alors, c'est une femme justement qui est journaliste et qui demande si elle peut t'interviewer. Alors, concernant toutes les demandes d'interview, que ce soit donc auprès de l'association, donc il faut écrire à la structure qui est donc contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S, et donc de faire cette demande d'interview en indiquant donc pour quel type de média, qui êtes-vous et quel est l'objectif. Et suite à cela, on pourra justement transmettre votre demande à la directrice de la Maison Rose, Aurélie Benoît-Grange.
Alors, nous n'avons plus de nouvelles questions. Donc, merci à toutes d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Marie pour toutes ces Bah, informations. merci. Donc, pour celles justement qui, pour rappel, qui voulaient recevoir le support qu'elle a diffusé aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous écrire à contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S. Et donc, nous pouvons transmettre ces supports à condition que vous soyez adhérente de Rose Up Association. Car même si nous ouvrons ces webinaires au niveau national, l'envoi de ces supports est uniquement réservé aux adhérentes. Donc, merci à toutes. N'hésitez pas à rester connectés pour être informés de la prochaine session avec Marie. Je crois que c'est dans une dizaine de jours, 10-15 jours. N'hésitez pas, si vous souhaitez aussi, à vous inscrire à la newsletter de l'association Rose Up ou bien à l'une des deux Maisons Roses pour être informé de notre programme. Et si vous souhaitez retrouver en replay, il sera possible de voir cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'association qui s'intitule Rose Magazine 1 sous une dizaine de jours. Donc, à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Marie.